Nous sommes le 14 mai 1986 à Lowen Primary School de Singapour. Il est 12h55 et deux garçons manquent à l'appel. To Hung Wat et Kei Shin Han, deux garçons inséparables, très sages, meilleurs amis et très studieux. Et ce qui va suivre va être l'une des affaires de disparition les plus inquiétantes et les plus marquantes également de Singapour, à un tel point, avec un tel écho médiatique que même de grandes entreprises comme McDonald's vont s'y mêler. Salut tout le monde, bienvenue sur Crime et Châtiment. Aujourd'hui on va se retrouver pour une histoire vraiment de disparition à s'arracher les cheveux. Donc installez-vous bien confortablement, on est vendredi, c'est l'heure du crime. Générique. Basically, I was a normal person. That was part of my, I guess my what you call fantasy. The missing from this morning, she's 8 months pregnant. My gun was under the seat. Alors avant de commencer cette vidéo, peut-être que vous avez remarqué, voilà, ce magnifique Laura vice-présidente. Je voulais en parler un petit peu, deux mots. Alors ça, c'est le suite de promotion de mon master, donc du master de droit de la matière pénale à Lille. Donc moi, je suis vice-présidente de l'association et je voulais vous en parler un petit peu vite fait, puisque on a un compte Instagram, surtout également une page LinkedIn, où on fait beaucoup d'actualités, on fait beaucoup de posts. Tous les dimanches, par exemple, on fait un petit récapitulatif de toutes les actualités juridiques de la semaine, comme par exemple le procès le Landais, le procès de l'assassinat du père Hamel. Et donc, si vous êtes ici en plus sur cette chaîne de True Crime, je trouve que ça a un écho assez intéressant, puisqu'il y a toutes les affaires très médiatiques, très criminelles qu'on voit dans l'actualité. Et on fait aussi d'autres posts, alors là en plus je viens tout juste de le poster, donc ça tombe bien, sur par exemple prendre un fait de l'actualité juridique et d'en faire vraiment un focus, comment l'analyser en droit. Là par exemple on a analysé comment qualifier le conflit Ukraine-Russie sous l'angle du droit international pénal. Donc voilà, je me dis que si vous êtes sur cette chaîne, peut-être que ça peut vous intéresser. Je vais mettre également le lien en barre d'infos, donc si vous voulez jeter un coup d'œil, n'hésitez surtout pas. Mais revenons à nos moutons pour cette histoire des McDonald's Boys. Alors comme j'ai dit en introduction, c'est une affaire qui a fait grand bruit à Singapour et ça s'explique déjà puisque Singapour c'est vraiment pas une ville qui est connue par sa criminalité. Il y a des règles très strictes. Vous avez sûrement dû en entendre parler du ban des chewing-gums. Donc si tu mâches un chewing-gum, tu risques une amende de 450 €. Le fait par exemple de rouler en trottinette sur le trottoir peut également te conduire à aller tout droit en prison. Donc voilà, il y a vraiment une criminalité très très basse. En 2019 par exemple, on comptait un taux de criminalité de 617 pour 100 000 habitants, ce qui est extrêmement bas. Et ça a été dû du coup à toute une approche très pédagogique de la criminalité. Et au risque de me répéter, la criminalité est si basse que les tags sur le métro ou le shoplifting sont devenus de véritables problèmes de société. Quand nous, par exemple, et j'entends l'Occident, on a, j'en parlais tout à l'heure, les grands procès comme le Landais ou les attentats du 13 novembre qui ont eu lieu et qui font encore un écho médiatique très important. Bon, par contre, c'est quand même un pays qui applique encore la peine de mort, donc si vous partez à Singapour en tant qu'étranger, faites quand même attention à ce que vous faites puisque les mœurs ne sont absolument pas les mêmes. Donc gardons ça en tête, cette information-là en tête, pour s'intéresser du coup à ces deux garçons, To Hung Wat et Kei Shin Han. Alors ce sont deux garçons, comme je l'ai dit, inséparables, vachement meilleurs amis, et surtout c'est des garçons super studieux, super sages, super polis, vraiment pas de vague de ce côté-là. Alors To Hung Wat, il a été vu la dernière fois par sa mère le matin même. Il a demandé à sa mère d'aller tout seul à l'école ce jour-là. Ce que sa mère a un peu tiqué au début, puisque c'est un garçon quand même très timide, qui préfère être accompagné de sa mère quand il est en public. Mais il a dit qu'il allait rejoindre un ami, donc très probablement Shin Han. Et sa mère s'est dit, bon allez banco, on est en plein jour, il risque rien. Et puis même, c'est bien quand même s'il veut devenir un petit peu plus mature et vouloir aller à l'école tout seul. Donc plutôt que le réprimander, sa mère l'a plutôt encouragé sur ce point de vue-là. Mais du coup, malheureusement, ça va être la dernière fois qu'elle va le voir. Shin Han, lui, il a été vu la dernière fois le même jour, le 14 mai 1986, vers 12h30. Et en fait, il avait laissé son sac près d'un banc pour aller se rendre dans les magasins voisins. Voilà, peut-être aller acheter quelques bonbons ou autre.
Et c'est un camarade de classe, Wang Pi-wei, qui lui a d'ailleurs proposé de garder son sac le temps qu'il aille faire ses courses. Et il a laissé près d'un banc en pensant que Shin-han allait rentrer pour son cours. Malheureusement, là encore, ça a été la dernière personne à le voir en vie. Quand à 12h55 l'horloge sonne, la sonnerie sonne, les deux garçons manquent à l'appel, ils sont absolument introuvables et les maîtresses, quand elles remarquent justement leur absence, leur laissent, on va dire, quelques minutes, le temps de se dire bon, si ça se trouve ils se sont perdus, si ça se trouve ils n'ont pas vu l'heure. C'est étonnant vu que c'est des garçons très sages, mais on va leur donner un peu le bénéfice du doute. Mais au bout d'un moment, les garçons ne sont toujours pas revenus et on est arrivé à un point où il faut absolument prévenir les parents. Alors les parents, au début, commencent à regarder, à chercher autour de leur maison en se disant si ça se trouve, ils sont rentrés, si ça se trouve, l'un des garçons ne se sentait pas bien. On préfère toujours se rassurer dans les cas comme ça plutôt que de paniquer immédiatement. Ça va être dans la soirée du 14 mai 1986, quand il n'y a toujours aucune nouvelle, aucune trace des garçons, que les parents commencent à devenir de plus en plus inquiets, qu'on va contacter la police et que va commencer l'une des plus grandes affaires de disparition de la ville de Singapour. Les deux familles ont tout de suite déclaré à la police qu'il n'y avait aucune raison en fait pour que les garçons disparaissent. Au risque de me répéter, c'était vraiment des garçons sages, sans histoire, toujours poli, toujours à l'heure, donc c'était vraiment très étonnant, voire même plutôt inquiétant. Et ils n'avaient rien fait qui pouvait supposer qu'ils allaient justement s'enfuir ou fuguer. Ils n'avaient pas demandé de l'argent en plus à leurs parents, ils n'avaient pas pris de vêtements de rechange le matin en partant à l'école. Et c'était justement ça qui inquiétait les parents. La mère de Wong Wat a dit par exemple que l'argent de son fils, l'argent de poche, était resté intact dans sa tirelire. Voilà, il ne l'avait même pas emporté avec lui. Et que même le matin, avant de partir, avant de claquer la porte derrière lui, il avait demandé à sa mère si elle pouvait faire des côtelettes de porc pour le soir. Donc voilà, le fait de dire à sa mère « Est-ce que tu pourrais me faire ça à manger ce soir ?» ça prouve très bien que tu comptes pas disparaître. La police a fouillé les alentours de l'école, les alentours des maisons, mais rien. Pas de témoins, pas d'indice, même pas une trace de sang qui pourrait les mettre sur une piste. Et en fait, c'était vraiment comme si les garçons s'étaient évaporés. Le 2 juin 1986, les parents promettent une somme de $1000 pour toute information qui pourrait leur être utile pour retrouver les enfants. Cette récompense va passer un mois plus tard à $5000 et vraiment, on va faire vraiment une énorme campagne de publicité, de sensibilisation, plutôt c'est peut-être plus français, à afficher des affiches vraiment partout, placarder des posters partout dans la ville. Tout le monde savait que Shin-han et Wong Wat avaient disparu. Tout Singapour le savait, mais personne ne les avait vus. Pas un seul témoin, pas une seule source ne pouvait indiquer où ils pouvaient bien être. Il y a même eu une hotline qui a été du coup mise en place pour récupérer plus facilement les appels. Et là, tout le monde avait l'impression de voir les deux enfants. On les a vus par exemple à un arrêt de bus avec deux hommes chinois d'une quarantaine d'années. On les a vus à d'autres parts dans des marchés. Mais à chaque fois, c'était vraiment des pistes. C'était des pistes qui menaient absolument à rien. Et on a même étendu les recherches jusqu'en Malaisie et jusqu'en Thaïlande. Idem, le 27 août 1986, on a reçu un appel en disant que les enfants étaient peut-être à Pulau Ubin. On a dépêché tout le département des enquêtes criminelles, donc une centaine d'officiers divisés en 24 équipes plus réduites pour couvrir vraiment tout l'ensemble de l'île. Là, on n'a retrouvé non plus aucune piste. On a interrogé plus d'une centaine de personnes, mais absolument rien. Le 3 septembre, le père de Shin-han va recevoir un appel anonyme. Alors, on ne sait pas ce qui a été dit lors de cet appel, mais on sait que l'interlocuteur a laissé une si forte impression que le père de Shin-han va mourir d'un arrêt cardiaque plus tard dans la journée. Donc vraiment, là, ça fait le mystère s'épaissit à fond. La mère de Wong Wat va également recevoir un appel plutôt similaire la même journée vers minuit. Et tout ce qu'elle a pu dire, c'est que c'est un homme qui parlait Hokkien, qui est une langue qui est parlée par les Hokkien langues, qui sont les représentants du groupe majoritaire chinois d'Indonésie. Et globalement, l'homme inconnu et étranger disait qu'il y avait très peu d'espoir, qu'ils ne devaient pas nourrir l'espoir de retrouver leurs enfants en vie.
La question derrière, c'est est-ce que c'était un corbeau, un véritable corbeau, ou c'était simplement une blague de très mauvais goût, hein, on est bien d'accord là-dessus. On ne saura jamais vraiment, mais en tout cas, on sait que le mystère va s'épaissir encore plus autour de cette nouvelle information. Et l'enquête va continuer, c'est-à-dire que les rapports de disparition vont être envoyés à Interpol. Une société privée aux États-Unis va prendre la photo de Shinhan et va le vieillir jusqu'à ses 14 ans. Donc 2 ans après justement leur disparition, en prenant appui sur une photo de sa sœur aînée. Voilà, vraiment on va déployer des moyens absolument colossaux pour retrouver ces 2 enfants. Lors des célébrations du McDonald's Founding Day, ou le jour du père fondateur en octobre 1986, le directeur Robert Kwan a promis à quiconque aurait une information qui pourrait aider à réussir à retrouver les enfants, il promettait une somme de $100 000, ce qui est quand même très très conséquent, avec des affiches énormes placardées dans toute la ville sous le sceau de McDonald's et également dans tous les fast-food et dans tous les restaurants de la chaîne. Donc c'est pour ça que ça a donné également le nom McDonald's Boys à cette affaire. Et ça a été donc vraiment ça prouve bien l'énorme écho médiatique que ça a pu avoir et toute l'inquiétude également que la famille, et on le comprend vraiment à juste titre, mais également toute l'inquiétude de toute la communauté à tous les efforts qu'ils ont fait pour pouvoir retrouver ces enfants. Alors j'ai pas réussi à savoir si oui ou non la somme a été empochée. Je vous spoil très sincèrement, pour moi non, étant donné que les enfants sont encore aujourd'hui disparus. En mai 1993, les 2 enfants vont être officiellement déclarés morts. C'est la même chose en France, on en avait déjà également parlé dans d'autres vidéos. C'est l'article 112 du Code civil où en fait, si une personne qui a été disparue ne se présente pas régulièrement à son domicile, au bout de 10 ans, on peut la déclarer légalement mort. C'était également ce qui s'est passé du coup avec Xavier Dupont de Ligonnès il y a quelques années, 1 an ou 2, je sais plus. Donc comme je vous l'ai dit, on les a toujours pas retrouvés, mais j'ai quand même plusieurs théories sur ces points de vue-là que je vais justement vous proposer. La première théorie, c'est que les enfants ont été enlevés et kidnappés par un syndicat de traite d'êtres humains en Thaïlande. Ça a été corroboré puisque des expatriés singapouriens les auraient vus dans les rues de Bangkok, mais voilà, c'est pas des témoins oculaires, on va dire très très fiables entre guillemets, donc on ne sait pas forcément si c'est vrai ou non, mais très clairement la police de Singapour a disqualifié entre guillemets les causes de noyade, de traite d'êtres humains et d'homicide en disant que cette histoire était une affaire de disparition absolument déroutante. Donc d'ores et déjà cette première théorie, on peut un peu la balayer du revers de main. La deuxième théorie, qui est quand même un petit peu plus convaincante, ce serait celle selon laquelle le père de Hong Wat, qui était du coup séparé de sa mère au moment de l'incident, aurait kidnappé les 2 enfants. Il les aurait kidnappés pour les emmener sur l'île de Johor Bahru en Malaisie pour qu'ils deviennent des hooligans. Et en fait, ça a un peu corroboré puisque 4 jours avant la disparition des enfants, la mère de Hong Wat a eu quand même une petite frayeur quand elle n'a pas vu son fils rentrer immédiatement de l'école. Il est revenu un petit peu plus tard à la maison en disant qu'en fait il était avec son père alors même que sa mère lui aurait formellement interdit de le voir. Certains éléments viennent également étoffer encore plus cette théorie, puisqu'en fait la mère de Hong Wat n'était pas sa mère biologique. En fait, elle a adopté Hong Wat puisque la maîtresse de son père a refusé de reconnaître l'enfant légitimement, et ça pourrait du coup être le mobile parfait pour le père de Hong Wat de vouloir le kidnapper et ainsi récupérer la garde, alors même que du coup sa mère, on peut le comprendre, un petit peu énervé que son mari ait été faire des affaires dans son dos avec une autre femme, lui est interdit justement la visite et la garde de son fils. À ce propos, il y aurait, je prends avec des pincettes puisque les sources ne sont pas forcément sûres, il y aurait eu des échanges téléphoniques entre le père, donc le père de Hong Wat, et sa maîtresse, où le père demande justement à cette femme: est-ce que tu serais prêt à reprendre Hong Wat si je me débrouille pour réussir à l'avoir? La question en revanche est: pourquoi emmener Shinhan avec eux?
On peut peut-être le comprendre puisque le fait de kidnapper simplement Hongwat, ce serait beaucoup trop obvious, ce serait beaucoup trop voyant entre guillemets. Donc peut-être que le père a décidé de kidnapper les 2 enfants en même temps. Le problème, et c'est ça qui est un peu étrange, c'est que les 2 n'étaient pas ensemble au moment des faits, ou du moins on n'en a pas l'impression. On sait simplement, la dernière fois qu'on a vu Shin Han, c'était quand il allait dans les magasins, souvenez-vous, pour peut-être s'acheter des bonbons. Il était, selon les témoins, selon son copain Wang Pi-wei, il était tout seul, normalement de ce qu'on en sait. Donc c'est vrai que c'est très étrange sur ce point de vue-là. Aujourd'hui, on est en 2022 et pour autant, on n'a toujours pas de piste, même si cette seconde théorie fait quand même l'affaire, tient la route. On n'a toujours aucune piste, on ne sait absolument pas où ils sont. On se dit qu'aujourd'hui, ils ont une 50aine d'années, qu'ils devraient, s'ils ne sont pas morts, remonter à la surface. Ils auraient forcément vu toutes les informations, toute la couverture médiatique qu'il y a eu ce sujet, puisque là encore, au-delà du coup de l'importance qu'a eu McDonald's dans cette histoire, il y a également eu beaucoup de chaînes locales qui ont traité du sujet, beaucoup d'émissions criminelles locales, les informations continues qui tournaient vraiment sur ce sujet-là. Donc on se dit qu'ils auraient dû entendre quelque chose, avoir un écho. Peut-être qu'ils étaient suffisamment jeunes s'ils ont été kidnappés pour qu'il y ait eu un lavage de cerveau assez important à ce sujet-là. On ne sait pas trop et c'est ça un peu qui fout encore plus les jetons, c'est qu'on n'a aucune idée d'où ils sont. Aujourd'hui, on peut se dire qu'avec les moyens de technologie actuels, on pourrait aisément les retrouver, mais c'est encore au point mort. Je n'ai pas réussi à savoir où en est l'enquête aujourd'hui, si l'enquête continue ou pas. En tout cas, ça reste un énorme mystère. Et du coup voilà, c'est vraiment sur ces derniers mots assez frustrants que l'on finit cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, laquelle des théories vous paraît le plus probable. La 2, on est d'accord que c'est la deuxième théorie, voilà. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou à vous abonner avec la petite cloche, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve très prochainement pour une autre affaire. Ciao!